tout d'abord, première question à vous, les scientifiques dont vous faites partie, certains appellent à l'autorisation de la recherche sur l'embryon humain. Ils affirment, donc vous n'en faites pas partie par contre de ces scientifiques-là, affirment que cette recherche permettrait de développer de nouvelles thérapies. Vous qui êtes scientifique, que pensez-vous de cette affirmation ? Eh bien d'abord bonjour et merci d'organiser cette conversation. Eh bien je pense que au jour d'aujourd'hui, on peut dire que les recherches qui utilisent des embryons humains n'ont pas encore ou jamais permis de développer des thérapies innovantes. En effet, il y a eu plusieurs communiqués qui ont avancé que des thérapies innovantes pouvaient être créées à partir de recherches sur l'embryon humain. En fait, il s'agissait essentiellement de duplication de thérapies qui avaient déjà été mises au point par d'autres moyens et qui avaient donné toute satisfaction. Et on ne voit pas très bien comment les choses pourraient changer dans un avenir prévisible. En effet, on constate que la plupart des laboratoires de recherche, et en tout cas les meilleurs, qu'il s'agisse d'ailleurs de laboratoires privés ou de laboratoires de recherche publique, ont opté depuis plusieurs années pour le développement de cellules adultes pluripotentielles induites, les fameuses cellules iPS, qui ont fait l'objet du prix Nobel de M. Yamanaka. Oui, on s'en souvient, c'était juste à l'automne dernier, absolument. Tout à fait. Il est venu nous expliquer le détail de ses recherches et il nous a expliqué pourquoi lui avait essayé de trouver une alternative à l'utilisation des embryons humains, à la fois, je dirais, sur le plan scientifique, sur le plan éthique et sur le plan pratique. Et sa conclusion était que les cellules iPS pouvaient, dans tous les cas, qu'il s'agisse de recherche fondamentale ou de recherche appliquée, pouvaient concurrencer dans les meilleures conditions les cellules embryonnaires humaines. Donc rappelons simplement que les cellules iPS sont en fait une reprogrammation, un rajeunissement en fait des cellules adultes pour revenir à l'état de cellules souches, c'est ça ? Absolument, oui, ce sont des cellules qu'on peut prélever par exemple au niveau de la peau, ce qu'on appelle le tissu sous-cutané, que l'on cultive, que l'on modifie en laboratoire, et à partir de ces cellules, on peut obtenir de nouveau des cellules souches qui ont toutes les qualités des cellules que l'on peut trouver dans l'embryon, avec en plus celle d'être les cellules provenant du patient lui-même, quand il s'agit de pathologies génétiques en particulier. Et donc ça permet de modéliser directement sur les cellules du patient des thérapeutiques, ce qui ne peut pas être fait avec des cellules embryonnaires humaines, puisqu'évidemment les embryons, ce sont des cellules différentes de celles du patient qui est dans notre cabinet de consultation. Donc évidemment les choses sont extraordinairement différentes en faveur des cellules iPS. Très bien. Oui, effectivement, parce que sinon il faut l'accompagner d'un traitement immunodépresseur relativement lourd si on agit avec des cellules souches embryonnaires, c'est ça ? Bien entendu, puisque ces cellules souches sont issues d'un individu différent de celui qu'on veut traiter. À ce moment-là, ça veut dire évidemment le traitement immunodépresseur avec tous les risques que cela présente, d'infection, etc., etc. Bon, quand on ne peut pas faire autrement, bien évidemment, quand il s'agit par exemple de transplantation cardiaque, pulmonaire, etc., on a recours à ces traitements immunosuppresseurs parce qu'on n'a pas d'alternative. Mais quand on a, ce qui est le cas aujourd'hui, des possibilités d'alternative avec d'autres cellules, on ne voit pas du tout de justification ni scientifique ni thérapeutique pour utiliser des cellules embryonnaires humaines. Très bien. Donc là, on voit le pan de recherche qui concerne la thérapie cellulaire. Il y a un autre axe de recherche qui en fait est déjà largement avancé et qui fait partie des applications aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, est-ce que sur ce plan-là, alors je sais on entend souvent parler de criblage de molécules, on parle de screening, c'est assez difficile de comprendre exactement ce que ça représente. Est-ce que sur ce plan-là de l'industrie pharmaceutique, on a de réels résultats avec l'utilisation de cellules souches embryonnaires, puisque c'est censé faire avancer sur ce plan-là, en tout cas cette proposition de loi a cet objectif-là. Est-ce que les cellules non embryonnaires sont plus performantes sur ce terrain-là aussi ? Alors oui, c'est effectivement un pan de la recherche qui est tout à fait différent de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire de la thérapie cellulaire ou même de la recherche fondamentale sur l'embryon. Cette recherche, ce criblage, ça consiste à prendre ce que l'on appelle une librairie chimique dans des dizaines, centaines, milliers de molécules qui ont été synthétisées par des chimistes et de tester
cellules. Et c'est vrai qu'il y a 10, 15 ans, les firmes pharmaceutiques et certains laboratoires ont commencé à tester ces molécules sur des cellules embryonnaires humaines. Mais ça, c'est ce qui s'appelle le criblage moléculaire, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'on appelle le criblage moléculaire. C'est-à-dire ça consiste, si vous voulez, à mettre des cellules en culture dans des boîtes avec beaucoup de petits trous, des centaines de petits trous, et puis de mettre les molécules là-dessus et de voir quelles sont les molécules qui sont actives pour permettre à ces cellules de survivre ou de s'améliorer. C'est pour ça qu'on appelle ça un criblage. Et donc, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, on ne voit pas du tout pourquoi on continuerait à utiliser des cellules embryonnaires humaines, alors qu'on a des cellules qui sont issues directement des tissus de patients sur lesquels on peut tester ces molécules, et non pas sur une cellule embryonnaire humaine qui aura été modifiée pour faire en sorte qu'elle ressemble aux cellules d'un patient, etc. etc. On a vraiment l'impression, je dirais, d'être au siècle dernier, alors que maintenant, on a, avec les cellules iPS, ces fameuses cellules modifiées, on a la possibilité de tester directement sur les cellules d'un patient la molécule qui va être active. Donc là, on vient de tourner une page et on ne voit pas pourquoi on serait encore 10 années en arrière, si ce n'est éventuellement pour rentabiliser certains investissements qui ont été faits par des entreprises pharmaceutiques qui ont beaucoup investi sur l'utilisation de cellules embryonnaires humaines, mais maintenant, les laboratoires les plus performants, y compris des laboratoires privés d'ailleurs, commencent à screener sur des cellules iPS parce qu'elles sont disponibles en grande quantité, parce qu'on sait parfaitement, et ça c'est grâce aux travaux de M. Yamanaka, on sait parfaitement les produire, on sait parfaitement les entretenir, donc il n'y a plus aucune raison maintenant, même je dirais en dehors des investissements qui ont été faits, il n'y a plus aucune raison d'utiliser des cellules embryonnaires humaines. D'accord. Et donc la recherche sur l'embryon humain, puisqu'elle conduit à obtenir des cellules souches embryonnaires, certains estiment que c'est un mal nécessaire pour faire avancer la recherche. Plus précisément, l'interdiction empêche-t-elle réellement le progrès scientifique à l'aune de ce que vous venez de dire, comme l'affirment régulièrement les partisans du texte de loi, qui invoquent en fait une forme de complémentarité des recherches embryonnaires et non embryonnaires et qui ne souhaitent pas abandonner la recherche sur les cellules souches embryonnaires et donc sur l'embryon au profit du non embryonnaire aujourd'hui? Alors ça, si vous voulez, c'est une histoire qui est purement fantasmatique. Je dirais que c'est une distorsion de la réalité. Quand on regarde un tout petit peu en arrière, les recherches qui ont été conduites sur l'embryon, ce qu'on appelle les recherches embryologiques, et on constate que l'énorme majorité de ces recherches ont été conduites sur des embryons animaux. On peut citer, il y a bien longtemps maintenant, mais enfin c'était quand même quelque chose de très très important, un prix Nobel qui a été donné à un chercheur allemand qui s'appelle Spemann dans les années 1935, qui avait été conduite sur des cellules d'amphibiens, de grenouilles. Plus récemment, des travaux qui sont extrêmement brillants et qui sont reconnus dans le monde entier d'une chercheuse française, Madame Le Douarin, qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences ici en France, qui ont été conduites sur la caille et sur le poulet. Ah oui, d'accord. On a actuellement une recherche embryonnaire, une recherche fondamentale conduite sur l'embryon qui ne puisse pas être conduite sur des embryons animaux. À la limite, s'il y a des questions un tout petit peu plus spécifiques, on peut conduire ces recherches éventuellement sur des cellules embryonnaires de singes. Mais pourquoi vouloir utiliser des cellules embryonnaires humaines? Il n'y a aucune justification maintenant pour les recherches en embryologie fondamentale. Madame Le Douarin, d'ailleurs, en décembre dernier, était accueillie et faisait la présentation du professeur Yamanaka, qui était accueilli notamment à l'Académie des sciences, et elle parlait de son travail et de sa découverte comme étant la 4e génération qui devait donc génération qui devait dépasser la 3e qui était les cellules souches embryonnaires, donc les reprogrammer devant a priori dépasser dans sa bouche les cellules souches embryonnaires, parce qu'elle si vous voulez, pour dire encore un mot, je pense ce que l'on voit, c'est que l'énorme majorité des scientifiques et des médecins actuellement, l'énorme majorité, parce que c'est pas tout à fait l'unanimité, considèrent que ces cellules souches sont effectivement l'avenir de la recherche fondamentale et de la recherche thérapeutique. Et donc, vouloir prétendre le contraire, c'est essayer de se crisper sur une attitude qui est une attitude idéologique, peut-être, en tout cas qui est celle du passé et qui n'est pas celle de l'avenir. Oui, quand vous voulez dire cellules souches, vous parlez de cellules souches IPS ? Embryonnaires. Pardon ? Non embryonnaires. Oui, bien sûr. Oui,
oui. Au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas un scientifique sensé et raisonnable qui considère encore que les cellules souches embryonnaires humaines puissent être véritablement un sujet de recherche en soi. Et donc les larges débats là, autour de la révision de la loi de bioéthique, on s'en souvient, en 2011, ont conduit au maintien du régime d'interdiction, interdiction assortie de dérogation. Depuis, l'actualité scientifique, on en a parlé à l'instant, notamment avec la découverte du professeur Yamanaka, ce japonais qui a découvert les cellules iPS, a renforcé le leadership des cellules non embryonnaires, notamment donc des iPS. Comment expliquez-vous dès lors que certains persistent à vouloir obtenir la libéralisation de la recherche sur l'embryon humain? À vous entendre, on se demande pourquoi cette proposition de loi sort aujourd'hui et revient sur le tapis alors que les débats ont conduit au maintien de l'interdiction il y a seulement 18 mois. Alors on peut imaginer, si vous voulez, deux explications à cela. La première, c'est, je le disais il y a quelques instants, c'est pour des raisons idéologiques, on se retrouve un petit peu, si vous voulez, dans la Sorbonne des années 68, il est interdit d'interdire, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi. Et ça, effectivement, aucun scientifique sensé ne peut balayer d'un coup de main cette préoccupation éthique qui doit être la nôtre. La deuxième explication possible, c'est qu'effectivement, il y a eu, dans les années passées, dans les 10 dernières années, de gros investissements de la part, en particulier de l'industrie pharmaceutique, qui étaient fondés sur l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines. Et maintenant, ces industriels veulent rentabiliser ces installations, les investissements qui ont été faits, les équipes qui ont été montées, qui ont travaillé là-dessus. Mais il faut savoir tourner une page. Enfin, je veux dire, si on ne tourne pas cette page, ça veut dire que on reste effectivement à une recherche telle qu'on pouvait la faire au XXe siècle et non pas au XXIe siècle. Donc il n'y a plus aucune raison en dehors de préoccupations idéologiques et de préoccupations purement mercantiles. Très bien. Professeur, on vous remercie énormément. Merci de toutes ces précisions et de ces éclairages. On vous entendra probablement dans les semaines à venir à l'aune de ce débat qui va reprendre donc à l'Assemblée nationale avant le printemps. Nous attendons donc la suite de ce débat. Merci infiniment. Merci à vous et à bientôt. Merci, au revoir.